Mesdames et messieurs les membres du jury, chers collègues et amis, je vous remercie de votre présence. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter mes travaux de thèse de doctorat dirigés par le professeur Alain Jaillet, menés au sein du laboratoire EMA rattaché à l'université de Cergy-Pontoise. Mon sujet traite des réseaux sociaux et de l'autonomisation des adolescents. Voici le plan que je vous propose pour mon exposé. Je commencerai par expliquer ce qui a motivé mes choix du sujet de thèse. J'aborderai par la suite les principaux concepts qui sous-tendent mes travaux. J'exposerai dans un troisième temps le contexte et la problématique de la recherche. J'expliciterai ensuite la méthode suivie pour conduire ce travail. J'indiquerai en cinquième lieu les principaux résultats et conclusions. Et je finirai par les limites, les biais et les perspectives. L'idée de cette recherche a pris naissance au Liban en 2008, après la mise en œuvre de mon projet de master UTICEF. Nous avions en effet développé une plateforme d'échange interscolaire sur Moodle, dont le but était d'amener les élèves à développer des compétences d'éducation citoyenne à travers le débat et la production collaborative. Cependant, nous avons pu constater au fil du temps que les élèves avaient tendance à se détourner du dispositif que nous avions mis à leur disposition et de prendre des initiatives personnelles sur des réseaux informels tels que Facebook ou MSN. Ce constat nous a amené à focaliser notre réflexion autour des deux axes thématiques suivants: le développement de l'autonomie des adolescents et leurs usages des réseaux sociaux. Notre question de recherche est la suivante. L'adolescent, avec le fruit de ses expériences acquises par le biais de l'école, de l'éducation parentale et de l'éducation informelle, trouve-t-il dans la pratique des réseaux sociaux l'opportunité d'une recherche d'autonomie? Notre cadre théorique repose sur les concepts de l'autonomie et des usages des réseaux sociaux. Pour élaborer la dimension de l'autonomie, nous avons fait le choix d'une approche psychosociale qui renvoie à un ensemble d'attitudes, de prédispositions et de comportements qui influent non seulement sur les apprentissages en classe, mais également sur la conduite des individus dans les apprentissages reliés à la vie quotidienne. Nous nous sommes inspirés du modèle de la maturité psychosociale élaboré par Grimberger et repris par Deland, qui définit trois domaines de l'autonomie: personnel, affectif et social. Nous avons adapté ce modèle à notre recherche en développant l'approche socio-cognitive. Selon ce modèle, l'autonomie est en lien avec des compétences individuelles, interpersonnelles, sociales et métacognitives, en rapport avec les concepts de l'identité et de l'estime de soi, de l'indépendance et de l'autodétermination, de la responsabilité, de la réflexivité et de la coopération. Concernant la dimension des réseaux sociaux, l'une de nos préoccupations majeures a été de désigner le terme adéquat pour les espaces de communication auxquels s'intéresse notre recherche. En effet, il n'existe pas un consensus sur la dénomination de médias sociaux et des réseaux sociaux. Le terme de médias sociaux est plus communément utilisé dans la littérature anglo-saxonne, alors que réseaux sociaux désigne en France l'ensemble des médias sociaux. Récemment, Stenger et Coutan ont proposé une troisième appellation qui est réseaux sociaux numériques. Ils distinguent les réseaux sociaux numériques en fonction des activités pratiquées, celles qui sont centrées plutôt sur l'amitié et la sociabilité, et celles favorisant des activités focalisées sur un intérêt particulier. Pour caractériser les médias sociaux, Kaplan et Heinlein distinguent 6 types qui sont présentés dans ce tableau. Les auteurs les classent sur base de la présence sociale et des processus de présentation et de connaissance de soi qui sont encouragés par le média social. Notre travail n'ayant pas exploré tous ces types de médias présents dans ce tableau, nous avons alors choisi de retenir le terme de réseaux sociaux plus représentatif de notre terrain. Selon cette classification, les réseaux sociaux que nous avons retenus pour notre étude, c'est-à-dire Facebook, Forum des ados et Skyrock, sont considérés comme ayant un degré élevé d'exposition de soi. Pour la construction de notre corpus des réseaux sociaux, nous nous sommes appuyés sur la classification des médias sociaux établie par Kisman et al. Celle-ci est issue de l'analyse des interactions réunissant 3 pôles, celui des outils, des usagers et des usages,
et elle repose sur l'importance accordée à l'une ou l'autre des 7 fonctionnalités structurantes de la communication. Le partage, les discussions, les relations, la présence, les groupes, la réputation et l'identité. Ces 7 fonctionnalités sont plus ou moins développées sur les différents médias sociaux. Voici l'exemple de Facebook. Les fonctionnalités sont représentées selon 3 degrés de granularité. On voit là que la fonctionnalité dominante est celle des relations. En deuxième lieu, nous repérons celle des conversations, de l'identité, de la réputation et de la présence. Le partage et les groupes, quant à eux, sont relégués au 3e plan. Je vous présente dans ce qui suit le contexte et la problématique. Nous observons depuis une dizaine d'années une injonction sociétale à l'autonomie qui se manifeste dans tous les domaines de la vie, au quotidien, dans le travail et plus particulièrement dans le monde de l'éducation. Par ailleurs, la massification des usages des réseaux sociaux conduit à une révolution numérique qui se traduit par certaines tendances caractérisant cette société en mutation et à laquelle s'intéressent les chercheurs de l'Observatoire NetExplo. Leurs études soulèvent des problématiques liées au track et au profilage, au monde de la transparence, au dilemme de l'identité et à l'influence sociale. Dans ce contexte, l'OCDE s'est penché sur les compétences du citoyen évoluant à l'ère de cette société en mutation. Un socle conceptuel de compétences a été développé. Celui-ci repose principalement sur l'autonomie et les usages des réseaux sociaux. L'autonomie et l'appropriation des usages des TIC est au centre des finalités de l'éducation scolaire. Dans cette perspective, des dispositifs innovants renvoyant à des méthodes actives ont été expérimentés depuis une dizaine d'années, notamment dans les lycées. Le socle commun des compétences et des connaissances place l'autonomie dans une intention sociétale qui déborde sur tout le secteur professionnel et le monde du travail. La mise en place du B2I se dirige dans une perspective de responsabilisation de l'élève, dans une finalité d'un usage réfléchi et efficace des TIC, contribuant à former des citoyens autonomes, responsables et ayant un esprit critique. Les recherches sur les usages des réseaux sociaux par les adolescents se multiplient depuis une dizaine d'années, touchant différents champs des sciences humaines, les sciences sociales, la psychologie cognitive et d'une façon moins importante les sciences de l'éducation. Pascal Lardelier a étudié la culture numérique de l'adolescent ayant évolué avec les nouvelles technologies. Il l'a définie comme étant ludique, personnalisée, réticulaire, fulgurante et dynamique. D'autres chercheurs se sont intéressés à la socialisation des adolescents sur les réseaux sociaux. Des recherches se sont aussi attardées sur les risques encourus par les enfants et les adolescents sur Internet. Et récemment, des recherches ont abordé les liens entre les réseaux sociaux et l'éducation scolaire. Flukiger met en évidence un fossé entre les usages scolaires et les usages informels, et il précise que l'école ne prépare pas assez les élèves aux usages informels. Anne Barrère avance que les activités en réseau modernisent la conception de l'éducation, abolissant les frontières entre l'école et la société. Cette injonction sociétale à l'autonomie place les parents et les enseignants face à des défis qui questionnent leurs pratiques éducatives et qui met les adolescents sous pression, incités à devenir des apprenants autonomes et à développer des compétences qu'ils devront réinvestir au quotidien dans leur vie sociale et plus tard dans leur activité professionnelle. L'utilisation des nouvelles technologies accompagne cette quête généralisée d'autonomie, celle-ci s'inscrivant de plus en plus dans une perspective d'autonomisation des élèves. Dans ce contexte, les usages des réseaux sociaux qui font partie des nouveaux modes de communication et de socialisation des adolescents et qui deviennent une norme caractérisant leur culture numérique, restent cependant en marge des pratiques scolaires. Il semblerait que les adolescents aient trouvé dans ces espaces qui échappent au contrôle des enseignants et des parents le moyen d'exercer une certaine liberté en dehors des prescriptions des adultes, posant la question de la participation des réseaux sociaux à leur autonomisation. Les 2 questions de recherche qui ont guidé notre étude sont les suivantes. Par quels moyens, outils, activités, formes de relations, interactions, les adolescents se forgent-ils une autonomie personnelle, affective, sociale et cognitive? Ces moyens d'autonomisation sont-ils complémentaires, cohérents
ou en opposition avec ceux auxquels ils ont accès dans le contexte scolaire, familial, social, dans la vie réelle. Et la deuxième question, à quel type de besoins ces usages informels répondent-ils sur le plan du développement de leur autonomie? La réponse à ces besoins comble-t-elle un manque perçu par les adolescents dans les contextes formels et informels de la vie réelle, ou au contraire fournit-elle de nouvelles formes d'épanouissement personnel, affectif, social et cognitif? Pour répondre à ces questions, nous avons cherché à étudier les liens entre les composantes des réseaux sociaux et les différents domaines de l'autonomie. Le style d'éducation parentale a été abordé en tant que variable secondaire pouvant influencer les liens analysés. Notre méthode de travail comporte 3 étapes. Au début de notre recherche, nous avons mené une pré-enquête à travers un sondage adressé à 1000 collégiens et lycéens. Notre but était de déterminer les réseaux sociaux les plus utilisés par les adolescents. L'analyse quantitative des résultats a révélé que Facebook était le réseau social le plus majoritairement utilisé. Après ceci, nous avons conduit une exploration des réseaux sociaux pendant 6 mois et en troisième temps, nous avons mené une enquête par questionnaire. Concernant l'observation des réseaux sociaux, celle-ci est un élément central de notre méthode parce qu'elle est intriquée à différents outils méthodologiques et étapes de notre recherche. Cette observation, qui a duré 6 mois, a été réalisée en 2 étapes, une étude préalable et une enquête descriptive. L'étude préalable a participé à l'élaboration des variables et elle a permis de valider le corpus d'analyse. L'enquête descriptive a appuyé notre enquête par questionnaire. D'abord, les données descriptives ont aidé à l'élaboration des questions et dans un deuxième temps, elles ont fourni des éléments d'approfondissement et d'interprétation aux résultats de l'enquête quantitative. Pour ce qui est d'abord de l'étude préalable, l'objectif de cette phase était donc, comme nous venons de le dire, de créer notre corpus d'analyse qui a été notre référentiel de base pour l'élaboration de tous nos outils d'enquête. Nos observations ont été principalement conduites sur 3 réseaux sociaux, Facebook, le Forum des ados et Skyrock. Il s'agit en effet de 3 espaces de communication où nous avons pu observer une présence massive d'adolescents. Les adolescents ont été sélectionnés en fonction de l'âge et du genre, mais ce critère n'a pas toujours pu être vérifié. Sur Facebook, nous avons procédé par la visite de comptes d'adolescents faisant partie de notre réseau personnel que nous avons progressivement élargi. Nous avons surtout accédé à des pages publiques et à une vingtaine de pages d'adolescents nous ayant acceptés comme amis. Cette procédure a été longue. Sur 1000 pages prospectées, une centaine étaient accessibles publiquement. Notre position était cependant de ne pas avoir de discussion personnelle avec les membres observés, mais d'adopter l'attitude d'une adulte s'intéressant à l'activité des adolescents sur ces espaces. Concernant la méthodologie d'observation, nous nous sommes appuyés sur les dimensions fournies par notre revue de la littérature et nous sommes allés à la recherche d'indicateurs pouvant renseigner la manifestation de l'autonomie sur les réseaux sociaux, comme par exemple observer la manifestation d'une attitude de provocation. Ce qui nous a permis de construire nos variables selon le modèle suivant que nous avons élaboré. Ici, sur le schéma, la variable V est rattachée à un ou plusieurs indicateurs, issus d'une ou de plusieurs sous-dimensions, se rapportant à l'une de nos dimensions principales. Cette phase de l'observation nous a également permis d'identifier et de classer des types d'observables en vue d'élaborer une grille d'observation pour notre enquête descriptive. Donc, comme exemple d'observable, l'observable F1 se rapporte au profil de l'utilisateur avec les types de photos, les types d'informations personnelles publiées. Ou l'observable F3 se rapporte à l'onglet J'aime. On mesure la présence, absence et le nombre de clics. Ou encore l'observable F13 qui se rapporte au nombre d'amis sur la liste de contacts. Pour ce qui est de l'enquête descriptive, celle-ci a été réalisée dans 2 objectifs. Le premier étant d'accompagner l'élaboration du questionnaire, le choix des questions, du construit théorique et des items,
et le second, de recueillir des données qualitatives pour une triangulation avec l'analyse des résultats de notre enquête par questionnaire. Pour mener cette observation, nous avons élaboré 11 fiches d'observation portant sur des situations naturelles focalisées ou simulées. Nous avons défini pour chaque fiche un axe thématique relatif à un ensemble de dimensions. Nous avons ensuite renseigné nos indicateurs et variables à partir des différents types d'observables de notre grille. Lorsque nous obtenions plus de 10 occurrences, nous avons validé l'indicateur en faisant une copie d'écran représentative et en rédigeant notre analyse descriptive. Lorsque nous avons terminé nos 11 fiches d'observation, chacune ayant renseigné environ une quinzaine de variables, nous avons élaboré alors une grille de synthèse des données recueillies en reprenant nos 118 variables. Par exemple ici, la variable V11, qui est le sentiment de compétence développé à travers les réseaux sociaux, a pu être renseignée à partir des fiches F1, F2 et F6. La troisième étape de notre méthode est une enquête par questionnaire, constituée de 88 questions adressées à 255 adolescents âgés de 12 à 18 ans, résidant au Liban et en France. Notre échantillon comporte une petite majorité d'adolescents français, de filles et de jeunes âgés de 12 à 14 ans. Le recueil des données et l'analyse des résultats ont été réalisés à l'aide du logiciel SPSS. Finalement, nous avons réalisé une synthèse des résultats qui a regroupé les résultats de l'analyse descriptive et ceux de l'analyse quantitative du questionnaire. L'élaboration du questionnaire a répondu à une méthodologie précise explicitée en détail dans les annexes. À partir de notre grille de corpus d'analyse, nous avons indiqué pour chaque question ou groupe de questions la variable au groupe de variables, les indicateurs et la dimension qui s'y rattache. Nous avons créé un construit théorique en définissant un comportement que nous avons pu observer sur les réseaux sociaux. Nous avons ensuite précisé l'objectif de ce groupe de questions et nous avons justifié le choix de chaque question. Dans ce qui suit, je vous présente les principaux résultats et conclusions de la recherche. Notre premier résultat indique que la communauté virtuelle des adolescents regroupés sur les réseaux sociaux opère comme levier du processus d'autonomisation. Les résultats du questionnaire et l'observation de l'activité des adolescents rapportent que l'amitié est valorisée sur les réseaux sociaux. 87% des adolescents disent aller sur les réseaux sociaux dans le but de développer des relations amicales. Une grande majorité d'entre eux discutent en priorité avec des amis et évoquent des sujets en lien avec l'amitié. 84% publient des photos liées à l'amitié contre 40% de photos en lien avec la famille. L'analyse des résultats de l'observation révèle finalement un soutien mutuel et une tendance à l'entraide. Nous constatons par ailleurs, d'après l'analyse des résultats du questionnaire, une tendance à développer des sentiments assez forts d'immersion, d'appartenance et d'influence envers la communauté virtuelle. Le croisement de ces résultats avec les variables de l'autonomie indique un lien entre le développement d'un fort sentiment envers la communauté virtuelle et la tendance à développer une autonomie personnelle et sociale. Ces résultats sont appuyés par une plus grande liberté d'expression perçue par les adolescents sur les réseaux sociaux que dans la réalité physique. En effet, 87% des adolescents disent s'exprimer librement sur les réseaux sociaux, contre 46% d'entre eux qui disent pouvoir en faire autant dans la vie réelle. Pour ce qui est de notre deuxième résultat, sur ces espaces où les adolescents jouissent d'une marge de liberté, ceux-ci semblent exercer un certain contrôle qui se manifeste à travers les 4 domaines de l'autonomie. Sur le plan de l'autonomie personnelle, les adolescents négocient leur identité numérique en fonction de leurs besoins et des différents espaces, avec une tendance à rechercher plus d'authenticité quand ils sont dans l'anonymat. Sur le plan de l'autonomie affective et relationnelle, nous observons une tendance à un clivage intergénérationnel. Les adolescents auraient alors tendance à éloigner les parents de leurs espaces de communication, mais nous remarquons que les parents sont des absents présents, dont la présence rassurante est parfois voulue. Par exemple,
Sur les forums des ados, nous notons une absence quasi totale des parents. Par contre, ceux-ci sont souvent cités dans leurs discussions en tant que figures de référence à des normes et des valeurs. Sur des espaces où l'on utilise l'identité civile, le clivage parent-ado est voulu par les adolescents et il se réalise à travers les outils de paramétrage. On prend ici l'exemple du paramétrage des photos. Pour leurs discussions en ligne avec les parents, ils choisissent les outils privés tels que le chat ou le mail. Finalement, les adultes semblent être perçus par les adolescents comme des personnes ressources qu'ils sollicitent sur des questions délicates et sérieuses, le plus souvent dans l'anonymat à travers des sites intergénérationnels. Sur le plan de l'autonomie sociale, nous observons une forme de réappropriation des espaces et des outils par les adolescents. Nous prenons comme exemple l'outil d'identification des membres de la famille dont l'usage a été détourné pour identifier des amis comme étant des parents, des frères, des sœurs ou des cousins. Toujours sur le plan de l'autonomie sociale, nos résultats rapportent une tendance à une forme d'exhibitionnisme dont les limites seraient tout de même contrôlées par les adolescents. Ils sembleraient faire des choix calculés en révélant uniquement ce qu'ils ont envie de révéler. Nous relevons par exemple les propos de cette jeune adolescente qui écrit « Je sais ce que je peux dire et ce que je dois éviter, et je sais aussi jongler avec mes listes d'amis pour dire telle chose à certains et pas à d'autres. » Nous avons aussi observé une tendance à arrêter les discussions en cours pour les poursuivre sur des outils privés tels que BBM, qui est la messagerie de BlackBerry. Ils choisiraient plutôt les outils privés pour aborder leurs problèmes personnels. Finalement, ils dévoileraient davantage leur intimité dans l'anonymat. Sur le plan de l'autonomie cognitive, nous avons observé des discussions dont le but était de débattre des problèmes liés à leurs usages de Facebook, ce qui amène à une prise de recul sur leurs pratiques réalisées en autonomie et à une forme de réflexivité groupale. Notre troisième résultat rapporte que sur les réseaux sociaux, le groupe de pairs serait un agent de singularisation. En quête de valorisation et de renforcement du soi, ils se confrontent au regard de personnes du même âge et qui ont les mêmes besoins et qui cherchent aussi à se singulariser. Nous prenons comme exemple la singularité iconique. Une étude rapporte que 91% des adolescents publient des photos de soi. Ces photos seraient des photos communicantes du fait qu'elles ne prennent de la valeur qu'à partir du moment où elles génèrent des conversations et des retours. Grâce à ces photos, les adolescents deviennent auteurs de leur propre représentation de soi en se créant une image et en la valorisant. Cette immense bibliothèque iconique représente alors une matrice de comparaison sur les goûts, les valeurs, les looks, à travers laquelle les adolescents vont chercher à se différencier en se prêtant à différents exercices de singularisation. Notre dernier résultat est en lien avec la responsabilité, l'entraide et la réflexivité. En effet, ces activités de communication menées le plus souvent entre pairs dans des espaces plus ou moins encadrés confrontent l'adolescent à sa capacité à assumer son rôle de citoyen, susceptible de faire des choix adéquats et d'agir de façon responsable, de coopérer et de développer une attitude réflexive sur ses activités. Sur le plan de la responsabilisation, son besoin de différenciation et de singularisation pourrait entraîner des conflits et des agressions verbales qu'il apprend à gérer. Selon nos résultats, plus de la moitié des adolescents réagiraient d'une façon plutôt pacifique et ne se sentiraient pas personnellement touchés à la réception d'une agression verbale sur un espace public. 9% d'entre eux auraient tendance à vouloir se venger et 15% agiraient de façon responsable en prévenant les modérateurs. Sur le plan de la gestion de sa liste de contacts, sa quête de popularité pourrait par exemple l'entraîner à se mettre en relation avec des personnes malveillantes. Finalement, sur le plan de la vie privée, et comme nous l'avons exposé, il apprend à définir les limites entre vie privée et vie publique. Les réseaux sociaux se révèlent être aussi des espaces où se joue la valorisation mutuelle et l'entraide. Nos résultats indiquent que sous leur identité civile, les adolescents préfèrent apporter de l'aide que de demander de l'aide.
Par contre, ils préfèrent solliciter de l'aide dans l'anonymat sur des forums générationnels ou intergénérationnels. Nous observons également un élan de solidarité générationnelle avec une tendance à se soutenir mutuellement. L'attitude réflexive serait encouragée par le contexte d'autogestion et les types d'activités. Nous observons dans un premier temps une tendance à parler de soi, à décrire ses problèmes et à les analyser en groupe. Par ailleurs, conscients de certains enjeux liés à leur autoprotection, ils débattent de leurs pratiques groupales, des dérives et des risques. Nous remarquons aussi que la publication massive de photos les amène à questionner leur vécu amical dans la vie réelle. Ils sont également confrontés au flux d'informations véhiculées qui sont amenés à traiter avec plus ou moins de recul. Nos résultats indiquent que face à une information reçue, 30% d'entre eux vérifient la validité et font un complément de recherche. Après avoir exposé la méthode de notre recherche et les principaux résultats, j'indique ci-après les limites et les biais ainsi que quelques perspectives de recherche pour la poursuite de ces travaux. Concernant les limites de la méthode, l'observation des réseaux sociaux ayant été restreinte aux pages publiques, nous n'avons pas pu avoir accès au contenu privé. Sur Facebook, notre échantillon n'était pas représentatif, puisqu'il concernait uniquement les adolescents qui donnent un accès public à leur contenu. Par ailleurs, notre observation s'est limitée à 3 types de réseaux sociaux. Il serait intéressant d'élargir l'enquête à d'autres types de médias sociaux tels que les sites intergénérationnels, Twitter, les blogs personnels ou encore les réseaux interscolaires, et de mener une analyse comparative du déploiement du processus d'autonomisation en fonction des caractéristiques des différents types de médias sociaux. Finalement, notre thèse n'avait pas pour ambition de hiérarchiser les formes d'autonomie déployées sur les réseaux sociaux, mais d'identifier les différentes formes de leur manifestation et de les caractériser en fonction du contexte et des besoins de développement des adolescents. Parmi les biais que nous relevons, nous pouvons dire que les activités en réseau mettant en jeu une autonomie multidimensionnelle, il est alors difficile de conclure à un effet linéaire entre un type d'activité et l'activation d'un domaine précis de l'autonomie. Pour ce qui est des perspectives pouvant être envisagées à partir de ce travail de recherche, on pourrait s'intéresser au lien entre le processus d'autonomisation enclenché par les usages informels et les possibilités de se forger une autonomie multidimensionnelle à travers les pratiques scolaires. Il serait également intéressant d'explorer les liens entre les usages informels et l'apprentissage. Par exemple, comment l'école peut-elle exploiter les compétences acquises par les usages informels? Ou encore, dans quelle mesure l'éducation citoyenne et l'éducation aux médias tiennent-elles compte de la culture numérique des adolescents et des usages informels?